Bonsoir, match royal en principauté entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. L'OM en tête du championnat malgré le couac enregistré contre Cannes au stade Vélodrome il y a quelques jours. Et l'équipe de Monaco qui est troisième à 3 points. Une équipe de l'OM très médiatisée, très médiatique et une équipe monégasque dont on parle beaucoup moins. Est-ce que ça veut dire, à l'image de vous, Monsieur le Président, Jean-Louis Campora, est-ce que ça veut dire que les gens heureux n'ont pas d'histoire ? Je pense que c'est un cliché qui est amusant. Je crois que les gens heureux ont toujours une histoire. Nous nous efforçons essentiellement de préserver notre bonheur dans la discrétion. On souligne toujours le fait que Monaco est une équipe avec des gros budgets, une équipe de milliardaires, une équipe qui achète des stars. Et c'est pas vraiment la vérité. Non, je crois que Monaco est une équipe qui se doit d'abord d'avoir des résultats et de réussir. Parce que c'est vrai que les sommes qui sont investies dans le football attendent une récompense. Mais Monaco a en même temps toujours fait une politique de jeunes de formation, où l'exemple actuellement est Emmanuel Petit, et associé une politique de ce qu'on peut appeler des stars, mais qui sont très bons joueurs, qui nous sont venus de l'étranger, soit des joueurs que nous avons achetés comme Rui Barros, qui était très connu au Portugal et à la Juventus de Turin, soit des joueurs que nous avons pris à l'étranger comme Georges Weah, mais qui n'étaient pas connus et qu'on a contribué, je dirais, à former et à révéler. Donc la politique de Monaco associe à la fois tous ces éléments. Et il y a beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation de Monaco que dirige Pierre Tournier, ce qui est de plus en plus rare dans les équipes de première division. Oui, je crois que c'est difficile pour Pierre Tournier, mais réussit parfaitement parce que de nombreux jeunes sortent de chez nous. La barre est haute parce que pour arriver à rentrer dans l'effectif de l'AS Monaco, il faut avoir un certain talent. Mais je crois que la promotion des jeunes se fait très bien. Il n'y a qu'à regarder Valéry, Petit, Blondeau, Clément, Weah, puisque Weah finalement a fait son premier contrat professionnel chez nous. Dernière question, est-ce que vous pensez que l'AS Monaco a l'image est perçue telle qu'elle est? Je crois que vous savez, l'image que nous donnons, celle que nous connaissons de nous-mêmes n'est pas forcément celle qui fait la une des journaux. Or, nous faisons rarement la une des journaux. Mais nous donnons, je crois, une bonne image d'un club sain, serein, qui sait travailler, qui sait faire venir chez lui des gens qui sont très compétents comme nos éducateurs, Arsène Wenger. Et je crois qu'il travaille beaucoup à la gloire du football, à la gloire de son club et pour la France. Merci. À vous, Charles, tout là-haut. Voilà, tout là-haut, alors que tout en bas, il y a quelqu'un qui a une très très bonne image aussi, bien sûr, c'est Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, donc, à l'OM depuis quelques jours et qui a vu ses mini-débuts contre Tirana couronnés de succès, mais Gérard Gillet était encore là. Et puis ses grands débuts contre l'AS Cannes avec un gros échec. Gilly maintenant est à Bordeaux, la page est tournée, Beckenbauer est à l'OM. Alors, est-ce que l'entraînement a déjà changé? Qu'est-ce qui a changé avec Beckenbauer à l'OM? Tout de suite, premier reportage signé Pierre-André Lacou. Franz Beckenbauer à Marseille, venu pour apporter la Coupe d'Europe. À Marseille, un entraîneur champion du monde, ça ne s'accueille pas n'importe comment. Beckenbauer à l'OM, voilà de quoi déchaîner les passions, froisser les susceptibilités et faire courir les plus folles rumeurs, comme celle du Kaiser qui voudrait faire de Marseille un club à la raideur toute germanique. Sur le terrain d'entraînement, on est bien loin de tout ça. Ambiance de travail, bien sûr, mais avec le sourire. C'est quelqu'un qu'on admire beaucoup parce qu'il est très décontracté. Et puis en plus, je pense qu'il a autant de respect pour un jeune stagiaire que pour quelqu'un qui a fait 1 ou 2 Coupes du Monde. Beckenbauer n'est pas un magicien, mais Beckenbauer est un entraîneur de football, c'est tout. Le football est universel, le football se pratique en Allemagne comme en France, donc je ne crois pas qu'il fallait attendre Beckenbauer comme un sorcier. C'est un entraîneur qui va nous entraîner à sa manière, une manière un peu plus physique, un peu plus poussée. Mais bon, je ne vois pas pourquoi on verrait là quelque chose de révolutionnaire. Après une petite semaine à temps plein, plus quelques matchs en observateur, Beckenbauer commence à avoir son petit avis sur l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, pas grand-chose a changé, si ce n'est quelques détails. This team is one of the best teams in Europe, so they have to play this style like they used to play. Some correction, you know what I said, a little bit physical improvement. Then what I like, discipline. You know, when I came here 1 week ago, a couple of practice, some players they were late. You know, we said practice 10 o'clock and they come 5 minutes late and this. So now everybody is on time.
Exemple, le rendez-vous pour l'entraînement. Désormais, c'est à chaque fois au stade Vélodrome. Ensuite, si Beckenbauer veut aller ailleurs, un bus est là pour les joueurs. Résultat, impossible de confondre maintenant les lieux d'entraînement. D'autre part, pour s'occuper de la condition physique et de la récupération des Marseillais, Franz Beckenbauer est venu avec Holger Rosiek. Les deux hommes se sont rencontrés à la fédération allemande il y a 4 ans, lorsque Beckenbauer a pris en main l'équipe nationale. Depuis, ils partagent tout, et en particulier la victoire au dernier mondial. À Marseille, pour l'instant, c'est Rosiek qui conduit l'entraînement et qui enchaîne les différents exercices. Ne serait-ce que parce qu'il parle français. Mais que ce soit à propos d'un match ou d'un entraînement, tout auparavant est dû les deux hommes. Nous avons des propres méthodes d'entraînement. Nous préférons d'entraîner pour 1 heure, mais un peu plus, hein, très intensif. Il faut travailler pour progresser et s'améliorer. Hein. Lors des matchs disputés depuis son arrivée, Beckenbauer s'est étonné de la difficulté des Marseillais à tenir le rythme d'une partie pendant les 90 minutes. Conséquence, on travaille la forme. Un jonglage raté et ses 5 pompes à la clé. Le tarif est valable pour tout le monde. En même temps, Beckenbauer n'est pas pour autant en retrait, ce qui a pour conséquence d'introduire une option langues étrangères à l'entraînement des Marseillais. Il n'y a pas de problème de communication entre les joueurs et le tandem Beckenbauer-Rosiek? Non, pas du tout, car d'une part, la majorité des joueurs parlent anglais, Beckenbauer parle anglais, et Rosiek parle très très bien le français, donc c'est pas un problème. Franz Beckenbauer, c'est 20 ans de football au plus haut niveau et en tant que joueur, 4 Coupes d'Europe gagnées. C'est cette expérience que Beckenbauer doit apporter à Marseille. Sa première leçon, c'est qu'il faut toujours un peu de chance pour espérer gagner la Coupe d'Europe. Mais une chance qu'il faut savoir provoquer. Luck is part of work. It's part of work and discipline. Talent alone, it doesn't mean anything. Talent with will, with power and discipline, that's it. That's luck. Franz Beckenbauer, vous avez vu d'ailleurs dans le sujet, comme il aime encore toucher le ballon. C'est un petit peu comme Michel Platini. On ne se sépare pas du ballon aussi facilement. Il ne se sépare pas non plus de Holger Rosiek. Holger Rosiek, le voilà, il est en train de diriger l'échauffement des Marseillais. Mais en fait, c'est un échauffement libre. Il le contrôle, mais chacun s'échauffe un petit peu à sa manière. Pelé lui revient avec Waddle, il sera remplaçant. Et puis on a peut-être une image, si on l'a pas, de toute façon je peux vous le dire, que Jean-Pierre Bernès est là. Avec Jean-Pierre Bernès, on ne savait pas trop où il était. Voilà, il est à gauche. Vous avez Jean-Pierre Bernès, au milieu Jean-Louis Levrault et Franz Beckenbauer. Donc Jean-Pierre Bernès est à Marseille, est toujours à Marseille pour le moment en tous les cas. Et là, il est au match ce soir avec Monaco. On tourne une page de pub et on revient se plonger dans ce grand match. Je pense qu'il sera grand en tous les cas. Qui nous attend aujourd'hui, Monaco avec dans les buts Ettori, Valéry est arrière, Sauzé et Mendy jouent en défense centrale, ce qui veut dire que Petit est toujours remplaçant. Et Sonor qui refrappe à la porte de l'équipe de France est arrière gauche. Au milieu de terrain, 2 hommes plus défensifs, Bijota qui enfin rejoue et Puel. Et 2 hommes plus défensifs, Rui Barros à droite et Gérald Passy à gauche. Et puis le tandem d'avant-centre qui a coûté le moins cher dans le football français, sans doute pour ce niveau-là en tous les cas, Weah et Clément, Benjamin Clément. Remplaçant, du coup, Diaz est seulement remplaçant, Petit est seulement remplaçant. Arsène Wenger choisit les gens en forme, pas forcément les vedettes. Et les Marseillais, eux, sont venus nombreux. Il va y avoir au moins 15 000 spectateurs ce soir au Stade Louis II. Et ils vont donc découvrir, les Marseillais, une équipe qui va peut-être les surprendre. Car dans les buts, si Olmeta est là, Casoni est libéraux car Moser est suspendu. Et sur le flanc droit, ce sera Fournier, c'est un petit peu la surprise du Kaiser. Boli et Germain, c'est-à-dire 2 stampeurs, et Amoros, un autre arrière latéraux. Enfin, c'est ce que nous déduisons de ce qu'il y a sur la feuille de match. Il faudra quand même voir le jeu. Pardo sera forcément milieu défensif. Waddle, Vertruis et Cantona sont donc les 3 attaquants chargés de soutenir Jean-Pierre Papin. Remplaçant donc, il doit y avoir Murat et Pelé. C'est pas tout à fait une surprise car Franz Beckenbauer, dès qu'il est arrivé lors de sa première conférence avant le match de Tirana, avait déjà dit qu'il changerait sans doute le système défensif pour venir avec un libéro et 2 stoppeurs.
C'est ce qu'il fait ce soir. Reste à savoir ce qu'il fera quand Moser sera le libéro. Car sans doute ne prend-il pas les mêmes dispositifs tactiques si Moser est libéro ou bien si c'est une autre défense. En tous les cas, ce soir, il y a là du monde et du beau monde. Et pour le moment, ce monde est dans le couloir. Dans les tribunes, il y aura pas mal de Marseillais. Groupe de 18-19 joueurs qui a fait le déplacement. Jean Tigana, Carlos Moser est là aussi, Eric Dimeco. Ça fait partie aussi des nouveautés marseillaises imposées par Franz Beckenbauer. Tout le groupe fait le déplacement à chaque fois. Vous savez que maintenant vous pouvez reposer à nouveau vos questions Minitel. Une question sera choisie, son auteur gagnera une platine laser et vous aurez la question et la réponse dans l'émission de l'équipe du dimanche, où notamment vous pourrez voir pendant 30 minutes Tottenham-Aston Villa et puis bien d'autres choses. Vous connaissez maintenant cette émission où il y a beaucoup de football, où il y aura aussi de la boxe, puisqu'il y aura le championnat d'Europe de Thierry Jacob contre Mackenzie à Calais et du football américain. Monsieur Bouillet est l'arbitre de ce match, qui est assisté de monsieur Ben Chaban qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée de la porte des arbitres, et de monsieur Baillet. C'est monsieur Baillet qui d'habitude ne fait pas partie de ce trio, c'est monsieur Ufrazi d'habitude qui est avec monsieur Bouillet, mais monsieur Ufrazi étant de Marseille, on l'a dispensé de ce match et c'est monsieur Baillet qui complète le trio. Avant que les joueurs arrivent sur le stade, encore deux infos. Une pour vous dire que bien sûr vous pouvez donner une note au match, vous devez donner une note au match. Et puis qu'il y avait pré-réunion du conseil municipal à Bordeaux aujourd'hui et que M. Chaban-Delmas a annoncé qu'il demanderait à la réunion du conseil municipal prévue le 8 octobre de voter un emprunt, une garantie d'emprunt de 9 millions de francs pour les Girondins de Bordeaux et une subvention de 5 millions de francs. Et que si ces deux décisions n'étaient pas prises par le conseil municipal en réunion publique, eh bien le club mettrait les clés sous la porte. C'est à la fois bonne nouvelle et puis un petit peu de danger. Voilà, l'Olympique de Marseille avec ses nombreux supporters. Les joueurs de Monaco ont l'habitude de dire quand le stade est plein, nous jouons à l'extérieur, ce qui veut dire que l'équipe adverse a beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement. C'est le cas ce soir. Et avec Franck Sauzet dans les vestiaires, vous êtes parti de l'OM pour ne plus jouer derrière. Ce soir, vous êtes derrière face à l'OM. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez et quel sera votre rôle? Dans un très bon état d'esprit, dans la mesure où on vient de s'imposer par 2 fois à l'extérieur. Mon rôle sera de jouer en couverture mutuelle comme j'évolue en équipe de France. Avec Roger Mendy. Le voilà, Roger Mendy. Mendy Sauzet, ce sera la défense. Et ce qui est un petit peu amusant, c'est qu'en face, le libéro, ça sera Bernard Casoni. Bernard Casoni qui jouait avec Roger Mendy à Toulon et qui a souvent dit qu'avec Roger Mendy, il s'est énormément amusé. Ils avaient même tous les deux des grands fous rires pendant les matchs. Car Roger Mendy fait partie des footballeurs qui, effectivement, ne manquent pas d'humour. Deuxième défense du championnat, Jean-Luc Ettori et ses défenseurs. Ils ont encaissé 7 buts, la meilleure défense c'est l'OM, avec 6 buts encaissés. Valérie Sonor, ce sont les deux latéraux. Puel qui va jouer au milieu de terrain défensif. Benjamin Clément, le voilà. Cet avant-centre que vous commencez un peu à connaître. Pelé lui est remplaçant. Et c'est un peu un joker que Franz Beckenbauer peut utiliser car il a peut-être dans l'idée qu'Abedi Pelé peut être autre chose qu'un attaquant de soutien, mais peut aussi devenir un demi-défensif. Voilà, Bruno Germain qui a été le dernier entré sur le terrain car il a dû changer de crampon et les montrer à nouveau au juge de touche, M. Ben Chaban. Surtout ici à Monaco, il ne faut pas des crampons trop longs, ne serait-ce que pour sauvegarder la pelouse. Vous avez vu sur les plans de Jean-Paul, puis vous le reverrez, que la pelouse apparemment est en très bon état. Elle a été épargnée pendant un mois, elle est en tout cas bien meilleure qu'elle n'était, mais est-ce qu'elle va survivre à 1h30 d'un tel choc? L'an dernier, l'Olympique de Marseille avait gagné ici par 3 buts à 1 et il y a 2 ans, Monaco avait gagné par 3-0. C'est dire qu'à chaque fois, il y a beaucoup de buts dans ce match Monaco-Marseille. Sympa les deux capitaines, mais ils se connaissent depuis tellement longtemps. Voilà, déjà 15 ans que Ettori est à Monaco et Jean-Pierre Papin, il est dans le football français avec une petite interruption belge depuis plus de 10 ans. Arsène Wenger. Arsène Wenger qui, en éclatant de rire, sous forme de boutade, disait hier, moi j'ai joué 15 matchs, j'ai été entraîneur pendant 15 matchs de Coupe d'Europe
Franz Beckenbauer pendant 1. Et ça, c'était l'humour à froid d'Arsène Wenger, qui bien sûr sait très bien que Beckenbauer a un passé de joueur et maintenant d'entraîneur depuis la Coupe du Monde de très très haut niveau. Eric Cantona, deuxième buteur de cette équipe de l'OM avec 4 buts, le numéro 1 étant Jean-Pierre Papin, bien entendu. Ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Dès que les fumigènes se seront un petit peu éclaircis, voilà Pascal Olmeta qui s'est fait fabriquer un maillot à col ouvert mais qui n'a pas eu le droit de jouer avec. Franz Beckenbauer nous l'a dit tout à l'heure. La discipline, il aime beaucoup. Et bien les maillots à col ouvert, il n'aime pas. Et d'autant qu'il connaît bien le patron des fournisseurs de maillots. Oui. Dominique Bijota. Retour depuis quelques semaines, alors que c'est contre Marseille il y a 2 ans que le début du tunnel avait commencé pour lui. Ballon pour Georges Weah. Georges Weah face à Germain, donne de l'autre côté pour Passy, mais interception de Fournier. Ballon à nouveau récupéré par les Monégasques avec Claude Puel. Benjamin Clément, poursuivi par Germain. Clément toujours entre dans la surface, il est bousculé. Il est bousculé par Bruno Germain. Et Monsieur Bouillet ne siffle pas pénalty. Et donne sortie de but, ça va être intéressant à revoir, à voir et à revoir encore parce que Bruno Germain donnait bien l'impression... Ah non. Eh non, j'ai pas l'impression qu'il touche effectivement que quand Clément se croise les 2 pieds, on va revoir juste à la sortie. Germain ne le touche plus. Enfin, ah, c'est extrêmement difficile à juger avec 3 ralentis. Imaginez la tâche de l'arbitre. on était sûr en direct qu'il y avait pénalty et qu'il y avait faute de Germain sur Clément. Après, c'est pas trop. On verra ça tout à l'heure à la mi-temps, peut-être à tête reposée. Valéry. Valéry avec Franck Sauzé. Roger Mendy. À nouveau Valéry. Appel de balle de Weah et Rui Barros. 1m59. Valéry pour le Portugais Rui Barros. Alors envoyé par Casoni sur Amoros. Dégagé par Basile Boli vers Eric Cantona. 2 anciens Auxerrois et la touche est pour l'OM. Alors le point tactiquement, eh bien, du côté de Marseille, c'est bien effectivement Casoni qui est libéraux. Boli est au marquage total sur Weah. Cantona, beau crochet. Et ouverture pour Chris Waddle, bonne sortie de Jean-Luc Ettori. Germain est sur Clément donc, et Fournier est en position d'arrière droit. Belle feinte de Weah au départ de Basile Boli qui vient récupérer pour donner à Manuel Amoros. Le match démarre à 100 à l'heure et Chris Waddle est parti. Chris Waddle déborde, poursuivi par Mendy. Waddle parvient à centrer. Avec un petit incident derrière entre Waddle et Roger Mendy. Ce qui prouve que les joueurs doivent être un peu sur les nerfs, mais qu'en tous les cas, ils démarrent à toute allure cette rencontre. C'est un démarrage en trombe. Tête de Boli qui a pris l'avantage sur Weah. Mendy. À nouveau Boli. Et coup de sifflet de Monsieur Bouillet. C'est la suite dont je vous parlais entre et Waddle. Georges Weah qui disait en aparté, mais je l'ai entendu, qui regrettait beaucoup que Carlos Moser ne joue pas, car il aurait voulu se mesurer. Et c'est Jean Petit qui lui a fait la remarque, mais dis donc, tu vas quand même avoir affaire à la défense de l'équipe de France, c'est pas si mal. Peut-être sonore. Gérald Passy, Weah. Pardon. Vercruis n'efface pas Sonore. Passy, Sonore. Ah là là, mauvaise passe directement sur Jean-Pierre Papin qui donne dans un espace vide. Ballon que récupère Weah. Papin qui a le masque du joueur très concentré. La
défaite contre Cannes a donné l'impression de l'eau qui glisse sur les ailes d'un canard. Et ça laisse certainement quelques traces et quelques doutes dans une équipe qui était irrésistible. Rui Barros, que vous voyez là, ne joue pas en pointe à côté de Weah parce que Marcel Dib, lui, se ressent d'une douleur derrière la cuisse. Il a fait un petit essai hier matin, pas concluant. Alors Arsène Berger a décidé de faire rentrer Clément aux côtés de Weah et de faire descendre Rui Barros à la place de Dib. Le match Mendy-Waddle continue. Et il va durer encore 85 minutes. Transversale pour Valérie, remise sur Rui Barros, surnommé la pile électrique par ses partenaires. Amoros pour Olmeta. Amoros qui joue donc arrière gauche aujourd'hui. Lui qui jouait à droite depuis qu'il est à l'OM. Mais vous savez que Dimeco est toujours blessé aussi. Ouais, Beckenbauer ne peut pas compter non plus sur Dimeco qui prend son mal en patience et qui ne pourra pas courir encore avant une quinzaine de jours. Il est debout. Il est debout contre Cannes. Il est resté assis dans la fosse, enfin assis à genoux dans la fosse, comme vous l'aviez vu contre Tirana. Et là, il est complètement debout. Claude Puel. Claude Puel devant un rideau bleu de Marseillais. Et une faute sur Puel. Signé Amoros. Coup franc tiré par Dominique Bijota. Mendy est monté dans le dos de Weah. Bijota et deux Monégasques hors jeu alors que Passy s'était bien jeté sur ce coup franc tiré par Bijota, mais il était hors jeu. Voilà, montée orchestrée sur les balles arrêtées par Casoni. Et vous voyez, au départ de la balle, il y en a 3 ou 4. Osiek, le préparateur physique, est arrivé sur le porte-bagages de Beckenbauer. Il n'a pas toujours été. Il a été entraîneur de l'équipe cadette d'Allemagne. Il a aussi opéré à Schalke 04. C'est quelqu'un qu'on retrouvera au haut niveau en solitaire très bientôt. Mendy, Franck Sauzet. C'est très bien adapté dans cette équipe de Monaco. Valérie. Clément. Démarrage de Clément. Et la touche est pour Marseille. Soirée difficile pour Bruno Germain face à Clément. Vous avez vu que tout à l'heure, Clément avait pris le dessus sur Germain et que Germain s'en est sorti d'extrême justesse. Et Boli aura le même problème avec Weah. Vercruis stoppé par Rui Barros. Sauzet. Faute de Vercruis sur Franck Sauzet. Philippe Vercruis qui a beaucoup impressionné, beaucoup séduit Franz Beckenbauer. Il était souvent remplaçant avec Gérard Gilly. Il sera souvent titulaire. Bijota au coup franc avec Sauzet. Interception de Fournier. La touche est pour Monaco. 8 minutes de jeu, 0-0. Passy. Passy contourne. Et Passy passe encore. Et non, c'est Fournier qui a pris le meilleur. Et Mendy tape en touche. Il y a beaucoup de stars, beaucoup de joueurs très impressionnants sur le terrain. Et je crois que les défenses vont faire preuve d'énormément de prudence. Marseille est une équipe de stars, et disait Jean-Louis Compora, et nous avons de bonnes vedettes. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà Bruno, Benjamin Clément dans la surface. Clément pour la tête de Rui Barros, ballon arraché. In extremis par Manuel Amoros sur la tête du petit Portugais. Mais quel joli contre lancé là par Benjamin Clément, qui échappe à Germain, qui centre admirablement. C'est trop loin pour Olmeta. Et là, superbe geste. Et on retrouve Clément, oui Charles, avec maintenant Bijota au-dessus de la défense. Et encore un duel difficile pour Bruno Germain face à Clément.
Barros perd le ballon devant Rui Barros. Bijota. Valéry. Pressing marseillais. Sauzé. Avec Cantona et Papin qui le contraignent à donner à Jean-Luc Ettori. Voilà, ce centre du pied gauche, Rui Barros est sûr qu'il va marquer. Et au dernier moment, intervention d'Amoros qui sauve un but quasiment acquis. Fournier pour Papin. Papin va très vite. Valéry, non, François a laissé jouer. Papin va marquer. Non, il y a hors-jeu signalé de Jean-Pierre Papin. Une main plutôt de Papin. Oui, une main immédiatement dans le dos de Sauzé. Vous allez voir Papin qui sur se retourner va intercepter de la main. Voilà, main gauche qui l'emmène. Et c'est signalé par le juge de touche. Et on voyait d'ailleurs M. Bouillet qui portait immédiatement le sifflet à la bouche. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous allez revoir. Sauzé tente un petit lob dangereux. Très dangereux, je disais que les défenses seraient prudentes, c'était quand même assez osé. Et la main indiscutable de Papin. Belle ouverture vers Georges Weah. Faute de Boli. Signalé par le juge de touche, là aussi, les juges de touche sont présents. Par-dessus Baillet. Pascal Olmeta qui sait maintenant qu'il a dans le dos, je dirais, Gaëtan Huard qui est là ce soir car Beckenbauer a amené 16 pros et Huard est là. Bijota au coup franc, envoyé par Pardo et Vercruis. Touche pour Monaco. Clément. Bijota. Cassie a essayé de passer. Cantona. Waddle. Et on s'aperçoit que devant Cantona, Waddle et Papin bénéficient d'une totale liberté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place fixe, qui bougent sans cesse. Basile Boli. Olmeta chargé de la relance. Tête de Waddle pour Papin, Mendy sans fioriture. Et voilà, il ne peut pas se passer du ballon. Eh bien, il vient de toucher son premier ballon du match, Beckenbauer. Cantona avec 3 Marseillais autour de lui. Fournier réussit à récupérer. Cantona va pouvoir centrer. Fin de frappe devant Luxonor pour l'instant. Waddle. Fournier. Redonne vers Vercruis. Bruno Germain. Et Rui Barros de la tête. Et bien joué de la part de Clément pour Passy. Et il y a 3 Marseillais autour de lui, dont Casoni qui a pu donner à Olmeta. Oui, bloc très défensif fait par Franz Beckenbauer, hein, avec Boli, Casoni, Germain au centre, Fournier